Cette vidéo est la suite de celle consacrée à la saga Mad Max qu'on vous encourage à regarder avant. Mais ici on va parler d'un porte-guerre, d'un policier fou, d'une vengeance et des Wastelands, le dernier film d'une saga qui n'a rien à voir avec les autres. Bienvenue dans Rien à voir les films. Mad Max, c'est une saga de 4 films réalisés par George Miller entre 1979 et 2015. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente consacrée à cette saga, Mad Max c'est avant tout un univers post-apocalyptique qui évolue au fil des films, allant du chaos à une forme de stabilité, en passant par plusieurs étapes de reconstruction de ce monde en proie à la pauvreté et à la désolation. On y suit un ancien policier ayant perdu sa femme et son enfant qui va errer dans le désert australien animé par une volonté de survie. Sur son chemin, il croise plusieurs personnes à qui il accepte de venir en aide en échange de récompenses. Ses aventures sont rythmées par des courses-poursuites folles, des combats difficiles, mais surtout par des rencontres qui vont pendant un temps lui faire reprendre goût à la vie. L'une d'elles est Furiosa, dans le 4e et dernier film de la saga, une femme déterminée à sauver sa vie et celle de ses amis en rejoignant son lieu de naissance depuis disparu. Et en 2024, George Miller a décidé de nous raconter son histoire. Après l'effondrement de la civilisation humaine, la jeune Furiosa vit au sein d'une communauté, les Vuvalini, établie dans une oasis nommée la Terre Verte. Un jour, alors qu'elle est en train de cueillir des pêches, elle se fait enlever par un gang de pillards ayant découvert cet endroit plein de vie. Furiosa est alors emmenée auprès du seigneur de guerre Dementus, incarné par un Chris Hemsworth en roue libre. You don't have to tell us anything, you don't have to say a word, I promise. Just rest. Tomorrow, I'll take you home. Ce dernier torture et tue la mère de Furiosa, venue à sa rescousse. Tears. Human tears. The secretions of the lacrimal gland containing oils, salts, proteins, and stress hormones. The tears of joy and those of sorrow have different chemical compositions. Yes, the sorrow is more piquant, zesty. Dès lors, elle n'a plus qu'un seul objectif en tête, se venger et retourner dans sa terre natale. C'est au cours de son odyssée dans les Wastelands qu'elle fera la connaissance d'alliés, de futurs ennemis, et forgera sa légende en tant qu'Imperator Furiosa. C'est la première fois dans cette saga qu'on revient dans un environnement déjà connu, celui de Fury Road. Mais Miller avait vraiment la volonté de ne pas faire un Fury Road bis. Pour lui, si on fait une suite ou un prequel à un autre film, c'est avant tout pour enrichir l'univers, raconter une nouvelle histoire plutôt que de raconter à nouveau la même. C'est une intention louable quand on voit d'autres franchises qui ont connu un succès dans les années 80 et 90 revenir avec des quasi-remakes mais avec des technologies modernes. Fury Road nous présentait un univers infiniment riche qu'on explorait très peu en se concentrant davantage sur l'histoire des personnages. Furiosa donne une opportunité de montrer de nouveaux aspects du Wasteland, déjà en explorant des lieux comme Gastown et le moulin à balles, jusqu'ici vaguement mentionnés, mais aussi la Terre Verte avant qu'elle ne disparaisse et les modes de vie des habitants ayant survécu à l'apocalypse. Tous les éléments qui composent ce monde et définissent les personnages étaient présents dès la pré-production de Fury Road. Miller voulait d'ailleurs raconter le passé de Furiosa en bande dessinée ou en film d'animation avant de se décider d'en faire un live action. D'ailleurs, les origines d'Immortan Joe ont été racontées dans un comics sorti uniquement aux États-Unis. C'est un ancien militaire qui a combattu durant l'apocalypse et est tombé par hasard sur la citadelle. C'est après un combat dur et acharné qu'il obtiendra le surnom d'Immortan et la foi indéfectible des Warboys. C'est aussi lui qui a fondé Gastown et le moulin à balles. Durant cette même guerre, il a aussi combattu avec le père de Praetorian Jack, et d'ailleurs, si vous vous demandez ce que ça représente la fresque sur le porte-guerre, c'est précisément l'histoire d'Immortan Joe. Et même si en tant que spectateur, c'est pas des histoires qui vous intéressent forcément, le fait que Miller ait écrit ces histoires aide à donner de la crédibilité à son univers et à ses personnages. Ça aide surtout les acteurs à comprendre leurs personnages et la façon dont ils doivent interagir avec les autres. C'est peut-être pour ça que Immortan Joe se montre plus bienveillant avec Jack qu'avec n'importe quel autre personnage. C'est pour ça que le personnage de Furiosa est aussi intéressant dans Fury Road. Charlize Theron avait tous les outils à disposition pour se fondre au mieux dans son personnage. C'est même elle qui a pris l'initiative de se raser la tête. Ces mêmes outils ont permis plus tard à Anya Taylor-Joy d'interpréter Furiosa sans même avoir à imiter Charlize Theron. Dans Furiosa, on retrouve également des éléments issus d'anciens films, comme le sifflet qui produit le même son que celui dans Mad Max 3,
mais également les Warboys issus de Fury Road qui ont le même maquillage squelettique que cet enfant-là, encore dans le troisième film. C'est pas étonnant que ces films soient reliés vu qu'ils sont probablement assez proches chronologiquement, ça laisse aussi libre cours à notre imagination pour créer des histoires parallèles. Même si on retrouve les mêmes décors et les mêmes personnages, pour autant, le récit est complètement différent. Commencer un film, c'est tout un art, et pour la saga Mad Max, il n'y a pas vraiment de règle absolue. En général, on ouvre sur l'état du monde en déclin, puis Max au milieu du désert, comme dans Road Warrior et Fury Road. Le premier Mad Max s'ouvre sur un plan lointain du commissariat et des policiers en patrouille sans Max, ce qui est assez étonnant pour le seul film qui raconte vraiment la vie de Max. Et enfin, Au-delà du Dôme du Tonnerre s'ouvre sur un plan aérien qui nous laisse entrevoir la courbure de la Terre avant de retrouver Max seul au milieu du désert. Cependant, Furiosa n'étant pas un Mad Max à proprement parler, on peut s'attendre à ne pas retrouver le personnage principal isolé. Mais le choix qu'a fait Miller est absolument inattendu. Un plan sur la Terre suivi d'un focus sur l'Australie tout entière avant de zoomer sur les terres vertes. C'est la première fois dans cette saga qu'on a un plan aussi lointain. Le plan le plus haut jusque-là était donc l'ouverture de Mad Max 3, qui était à bord d'un avion, mais là, ce n'est pas le point de vue d'un personnage dans l'espace. C'est un regard presque divin que nous propose Miller. Pourtant, c'est parfaitement cohérent avec le reste du film. Là où un Mad Max nous raconte une histoire assez terre-à-terre se déroulant sur quelques jours et dans quelques lieux, Furiosa se positionne sur un grand récit, une épopée, sur une grande partie de la vie du personnage. C'est un récit global. Furiosa, contrairement à Max, est un personnage important de ce monde qui va faire bouger les choses. Elle agit à une toute autre échelle, d'où cette ouverture grandiose. Le zoom sur la Terre verte permet également de situer le récit. Jusque-là, on ne savait pas vraiment où se déroulait l'action. On sait qu'on est en Australie, proche de Melbourne pour le premier film, puis dans un désert profond pour les autres. Dans Furiosa, on est au cœur de l'Australie, dans un endroit extrêmement isolé géographiquement, pourtant assez peuplé. Que ce soit les Vuvalini, le clan de Dementus, et même la citadelle et les autres places fortes, tout est au plus profond du désert. Ça montre aussi que les populations ont fui des côtes, probablement les premières victimes de l'apocalypse survenues quelques années plus tôt. On avait déjà pu apercevoir l'état de Sydney à la fin du troisième film. Certes, on n'apprend pas forcément de nouvelles choses, mais elles nous sont montrées de manière plus explicite. Enfin, Furiosa, contrairement à Max, n'est pas seule au début, même si elle va se retrouver très vite isolée. D'une certaine manière, elle va connaître un destin similaire à celui de Max par la suite. Dans Furiosa, la première chose qu'on remarque et qui est inédite dans la saga, c'est le chapitrage. 5 chapitres pour raconter toute l'épopée de Furiosa entre son enfance et le début de Fury Road. Le film est donc le plus long de la saga, 2h30, là où Fury Road durait 2 heures et était déjà plus long que tous les autres. Mais le rythme n'est pas le même. On l'a vu, Miller ne voulait pas faire un Fury Road bis. Il a donc opté pour un rythme plus posé. Là où Fury Road enchaînait les scènes d'action avec une rapidité folle et un montage survitaminé proche du Mad Max original, Furiosa propose des plans séquences, des moments de calme, des timelapses pour montrer que le temps s'écoule, et beaucoup plus de dialogue. Alors dans Fury Road, Furiosa ne nous avait pas particulièrement habitués à être bavarde, et dans ce film, elle passe une grande partie du temps muette également, soit pour sa sécurité, soit pour ne pas se faire remarquer, soit pour retenir ses émotions. Et dans ce film, le fait de beaucoup s'exprimer s'apparente souvent à de la bêtise. Immortan Joe ou Praetorian Jack ne parlent que très peu et systématiquement pour donner des ordres ou partager une idée importante. Mais Scrotus, Rictus et Dementus s'expriment énormément. Ils lâchent leurs émotions et disent principalement n'importe quoi, et ce pendant des réunions pourtant stratégiques. La politique est plus présente que dans les autres films, tant elle est importante dans ce monde qui s'apprête à vivre une guerre. On en avait déjà un petit peu dans Mad Max 3, mais ça restait léger. Ici, on a vraiment plusieurs types de caractères qui s'affrontent, ce qui rend les scènes passionnantes. Alors on reparlera plus tard de la scène finale, qui est entièrement axée sur cette idée. Pourtant, l'action n'est pas laissée à l'abandon. Sur ce point-là, on reste dans un film Mad Max. Mais même s'il aurait été facile de reprendre les mêmes véhicules et armes que dans Fury Road, le film nous en propose des inédits, comme ce planeur à hélice, cette espèce de dirigeable, et plein de nouvelles voitures et motos. Mais même si l'action est plus diluée que dans Fury Road, elle est quand même très présente. On a notamment une grande scène de course-poursuite avec le porte-guerre, mais celle qui m'intéresse le plus est la bataille du moulin à balles. Elle est assez inédite dans la saga puisqu'on a à la fois de la vitesse avec le porte-guerre qui se balade au milieu de la ville et un combat à distance avec Furiosa qui combat Dementus au sniper. Un mélange de mouvement et de staticité qui rend cette scène particulièrement grandiose. Le personnage de Dementus est lui aussi assez inédit. Là où on avait l'habitude des gangs de motards qui cherchent à piller les ressources des autres, lui se positionne comme un empereur romain, un conquérant qui cherche à étendre son empire. En plus de ces titres qu'il s'auto-attribue, il se déplace dans un char assez typé romain,
si on imagine qu'on remplace les chevaux par des motos. Après lui au moins, il fait pas des saluts romains. Les couleurs jouent également un rôle très important dans le récit, puisque 3 nouvelles font leur apparition ou leur grand retour, comme dans le cas du vert qu'on n'avait pas vu depuis Mad Max 3. Alors si on entrevoit un petit peu de verdure dans Fury Road, on retient surtout le jaune du sable et le bleu du ciel, tous les deux extrêmement saturés. Dans Furiosa, on découvre aussi le orange des fruits et surtout le rouge de Dementus, des couleurs qui sont assez rares dans ce monde. Que ce soit Fury Road ou Furiosa, ils existent aussi dans une autre version, celle en black and chrome. L'idée était de proposer une version encore plus dure et hostile de ce monde en le transposant en noir et blanc. Alors si dans le cas de Fury Road, on voit principalement des nuances de gris et un petit peu de bleu pour la nuit, Furiosa laisse ressortir le vert et l'orange, symbole d'espoir et de fertilité, et le rouge, symbole de danger et couleur préférée de Dementus pendant un temps. Et toujours dans le domaine du visuel, les environnements sont un peu les mêmes que dans Fury Road, en plus des nouveaux, mais pourtant, ils n'ont pas tourné au même endroit. Pour créer le Wasteland, il s'était rendu dans le désert de Namibie en 2015, mais cette fois-ci, Miller a préféré rester en Australie, entre Sydney et Melbourne, comme pour les premiers films. Ils ont donc davantage tourné sur fond vert et rajouté des décors numériques, ce qui se voit un petit peu à l'image. Après, le plus important reste les effets pratiques, les cascades, les courses-poursuites qui sont toujours pour la majorité tournés en vrai. Par contre, un effet spécial quasi imperceptible sur ce film est l'utilisation du deepfake à plusieurs moments. Le plus impressionnant est sur l'actrice Alila Brownie, qui joue la version enfant de Furiosa. Dans le film, elle ressemble énormément à Anya Taylor-Joy sans pour autant lui ressembler en vrai. En fait, ils ont mixé les deux visages à différents degrés pour marquer le vieillissement de Furiosa. Un autre deepfake utilisé dans le film est celui du meunier, le chef du moulin à balles. En fait, Richard Carter, qui l'incarnait en 2015, est décédé en 2019 et il a été remplacé sur ce film. C'est une pratique qui se fait de plus en plus à Hollywood et l'un des premiers était Rogue One en 2016 et on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Dans le cas de Immortan Joe, Hugh Keays-Bryan, qui l'incarnait dans Fury Road et qui jouait également Toe Cutter dans le tout premier, est décédé en 2020. Alors au lieu d'utiliser là encore un deepfake, c'est un autre acteur, celui qui incarnait le second de Dementus, qui s'est proposé pour reprendre le rôle. Et c'est pas le seul à incarner deux personnages, puisque Elsa Pataky incarne à la fois la chef des Vuvalini et cette guerrière au visage déformé. Alors ça fait beaucoup d'informations d'un coup, je vous propose qu'on repasse sur un sujet de fond important en parlant de la vengeance. Ce qui motive Furiosa tout au long du film, c'est sa soif de vengeance. Elle veut la peau de Dementus qui a tué sa mère, l'a faite prisonnière avant de la livrer à Immortan Joe. Le thème de la vengeance, on le retrouvait déjà dans le tout premier film où Max voulait venger la mort de sa famille en tuant Toe Cutter et son gang. Mais l'idée de base a beau être la même, l'exécution est complètement différente. La vengeance de Max est presque immédiate. Il n'a même pas eu le temps de faire son deuil qui est déjà monté dans l'interceptor V8 pour aller courser les motards. Sa vengeance se fait de sang-froid, de manière violente, voire extrêmement cruelle, quand il s'en prend au dernier survivant, Johnny the Boy, qui était également responsable de la mort de son coéquipier. Il l'attache à sa voiture, prête à exploser, en ne lui laissant que le choix de se couper la jambe pour s'enfuir. Sa vengeance est principalement motivée par la haine. A l'inverse, celle de Furiosa est pleine de tristesse et de désespoir. Le traumatisme initial intervient quand elle est enfant, alors qu'elle menait une vie paisible, loin du danger, et qu'elle n'avait pas les armes physiques et mentales pour se venger. Elle devra se forger un caractère, une carapace énorme pour survivre assez longtemps, et avoir enfin l'opportunité de recroiser la route de Dementus. Dans ce film, on a deux récits parallèles. Le principal, c'est Furiosa qui grimpe les échelons dans la citadelle en partant de future épouse à Imperator, et de l'autre, on a Dementus qui cherche à s'accaparer Gastown avant de vouloir s'approprier tout le territoire d'Immortan Joe. Et cette guerre de territoire va aboutir à ce qu'ils appellent les 40 jours de la désolation. Furiosa va mettre fin à cette guerre en se débarrassant de Dementus, dans ce qui est probablement l'une des meilleures séquences de la saga, les deux face à face, au milieu du désert. Un affrontement plus psychologique que physique entre un Dementus vaincu et une Furiosa en pleine maîtrise. Furiosa qui se retient de ne pas craquer et Dementus, fidèle lui-même, qui ironise sur la situation. Quand elle en a marre, elle le frappe avec son bras métallique. C'est un double sens car il est plus puissant que son bras de chair, mais c'est aussi à cause de lui qu'elle a perdu. Un troisième sens nous est donné par le son. À mesure qu'elle le frappe, le son s'estompe. On comprend alors que la violence n'est pas la solution, et que ça ne lui apportera sans doute pas de satisfaction. La suite nous est racontée par l'homme histoire. On sort du réel un instant pour voir plusieurs morts possibles de Dementus, qui apportent, il est vrai, une certaine satisfaction au spectateur avant de voir sa vraie mort beaucoup plus cruelle. La graine que sa mère lui a offert comme dernier cadeau lui sert à faire pousser un arbre à partir de ses entrailles. De l'abomination renaît l'espoir. Je trouve que cette fin est magnifique, elle permet d'apporter une paix durable pour Furiosa, qui est enfin le même personnage que dans Fury Road. A l'inverse, la vengeance violente de Max ne lui apporte aucun répit, et il en garde encore des séquelles 3 films plus tard. Durant toute la scène de torture qui est assez expéditive, il n'y a aucun son d'ambiance. Max se dépêche d'en finir, il a bout de souffle, il ne prend pas de plaisir à se venger, ni durant la torture de Johnny the Boy, ni pendant la mort de Toe Cutter. La musique de fin, après l'explosion, est assez mélancolique et illustre bien l'état d'esprit de Max à ce moment-là.
Max n'est pas un héros, et Furiosa n'est pas Max. Là où Max préfère s'isoler, se fondre dans sa solitude, Furiosa va assumer qui elle est et prendre son destin en main. Là où Max préfère vivre en marge, loin des foules, Furiosa se montre proche de la population, prête à tendre la main et à aider. Là où Max est un spectateur du monde, Furiosa est une actrice. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. La prochaine fois, on parlera de Impitoyable et de 28 jours plus tard. En attendant, vous pouvez liker la vidéo, la partager et nous suivre sur Instagram sur le compte Rien à voir les films. Et si ce soir vous n'avez rien à voir, vous pouvez retrouver Furiosa sur Canal+, et tous les Mad Max sur Max, et Fury Road est également disponible sur Prime Video. Et bien évidemment, tous les films sont disponibles en Blu-ray et en DVD. Ciao, bye. Salut.